conférencier est dispensé de porter son masque, ça sera assez pénible pour lui. Voilà, merci beaucoup d'être venu. C'était un plaisir pour moi de vous accueillir, en l'absence du président de l'association, Philippe, qui est en vacances, comme chaque année, au mois d'août, dans une autre région. Donc en tant que secrétaire de l'association, je le remplace pour vous dire quelques mots du conférencier, de la conférence et de nos activités, surtout pour ceux qui ne sont pas membres de l'association, qui nous connaissent peut-être peu, pas bien. Voilà. D'abord quelques mots sur nos activités et l'association, ensuite je parlerai de notre conférencier Jacques Vallée, et puis des circonstances du moment. Alors notre association, elle compte plus d'une centaine de membres, cette année un peu moins, je ne sais pas, tout est compliqué cette année, mais je pense qu'on va quand même, on a un public assez fidèle, des nouveaux membres, enfin les gens d'une année sur l'autre restent avec nous. On a des activités essentiellement d'observation, notamment au travers de soirées publiques qui sont programmées 2 fois par mois. Moyennant les aléas de la météo, on en a disons un peu plus d'une en moyenne par mois, qui a bel et bien lieu. On a aussi des conférences estivales. Donc cette année, on a un petit peu réduit la voilure à 3 conférences. C'est mieux que rien. L'année, on en avait 5. D'habitude, c'est plutôt 4. Mais bon, voilà, on fait face. Ça se passe plutôt bien malgré les contraintes du port du masque, etc. Et puis on reçoit aussi des groupes sur demande. On a aussi un site internet qui raconte tout ce qu'on fait. On fait des mesures, des toiles doubles, et même de suivi, et je n'ose pas dire de découverte, mais de confirmation de découverte d'exoplanètes. Donc on fait des choses ambitieuses. On fait de l'astrophotographie aussi, donc on a beaucoup d'activités. Donc j'invite ceux qui nous connaissent peu à aller voir notre site internet, qu'on trouve facilement avec un moteur de recherche en tapant tout simplement les 2 mots-clés astronomie, LUR. Voilà. Et ce site est mis à jour une fois par semaine avec pas mal de photos qui sont prises, des comptes rendus de nos activités, l'annonce de nos activités. On fait plein de choses. Récemment, on a observé la fameuse comète Neowise, on a photographié. Ils sont plusieurs à photographier. Vous verrez des photos sur notre site et d'autres sont encore à venir. On a photographié la semaine dernière, au début de cette semaine, le passage de la Station Spatiale Internationale devant le Soleil. Et à propos, transition, on a la chance ce soir, enfin chance, je ne sais pas, si les nuages sont bons, pendant il y a quelques nuages, on aura un passage exceptionnel de la Station Spatiale Internationale ce soir, quasiment vertical LUR, à 21h15 sonnante. Donc le conférencier a bien voulu interrompre sa conférence, si les nuages ne sont pas présents, j'irai voir tout à l'heure, pour faire une petite pause. On sortira pas longtemps, même pas 10 minutes, on sortira en bon ordre rapidement pour aller voir passer la station qui sera très brillante. Alors en plus on en parle en ce moment puisque vous savez que les 2 astronautes américains, Doug Hurley et puis Bob Behnken, qui étaient allés rejoindre la Station Spatiale Internationale au moyen de Crew Dragon, cette nouvelle capsule d'une société privée d'Elon Musk, SpaceX, se sont séparés de la station il y a quelques heures et doivent se poser ce soir, si tout se passe bien, lors de la Floride, mais avec des conditions météo compliquées, donc voilà, on espère que ça se passera bien. En tout cas, ça ne changera rien à la luminosité de la station spatiale avec ou sans Crew Dragon, mais ça sera très lumineux, exceptionnellement lumineux et pratiquement vertical. Donc, j'irai voir juste avant, et si je donne le signal, on sortira tous pour faire une petite pause avec la complicité de Jacques Vallée. Donc je vais dire maintenant 2 mots de notre conférencier Jacques Vallée, mais auparavant, et avant de l'oublier, et avant de remettre mon masque, je voudrais vous inviter au civisme, et pour les personnes qui, en sortant de la conférence, se débarrasseraient de leur masque, ça peut paraître étonnant ce que je vais vous dire, mais de ne pas jeter les masques par terre, parce que la semaine dernière, des gens ont jeté leur masque par terre, on a trouvé, c'est tout à fait inacceptable. Donc je vous invite, si vous voulez vous débarrasser de vos masques jetables à la fin de la conférence, à me les donner. J'aurai un sac poubelle et je les récupérerai. Voilà. Et même chose pour ceux qui participeront à l'observation. Là aussi, sous réserve que le ciel le permette, on verra tout à l'heure. Ne jetez pas vos masques à la fin de l'observation. Confiez-les, si vous voulez vous en débarrasser, aux animateurs qui auront un sac poubelle et qui s'en débarrasseront convenablement. Voilà.
Alors, donc Jacques Vallée nous fait l'amitié et le plaisir de nous proposer une conférence cette année encore. C'est un habitué, c'est l'un de nos conférenciers fidèles dont nous apprécions beaucoup les conférences très, très étayées, très documentées, très techniques. Il nous a parlé l'année dernière des galaxies, l'année précédente des nébuleuses, et aujourd'hui il va nous parler de la radioastronomie. C'est une bien bonne chose parce que, à ma connaissance, et je suis là depuis longtemps, c'est un sujet que nous n'avions jamais traité. Donc c'est avec une certaine impatience que je vais écouter moi aussi, et puis je n'installe pas de télescope ce soir, donc ça me libère de pouvoir écouter tranquillement la conférence. Si vous avez des questions sur ce que j'ai dit, sur les activités d'association, vous pourrez me les poser à la fin de la conférence. J'évite de faire prendre trop de retard à Jacques. On va commencer, puis on verra tout à l'heure si on fait une petite pause. Voilà, merci bien. C'est à toi, Jacques. Est-ce que vous m'entendez là? Oui. Bon, eh bien, bonsoir. Donc, je vais en effet vous parler de radioastronomie ce soir. Et je commencerai par dire que pendant des siècles, on a connu le ciel qu'à travers la lumière visible. La lumière visible, c'est celle qui est émise essentiellement par les étoiles. Alors, évidemment, le soleil, c'est pour ça que notre œil est adapté, disons, à la lumière émise par le soleil. Alors toutes les étoiles n'émettent pas les mêmes rayons, les mêmes natures de rayons que le soleil, mais en gros quand même, toute la lumière visible, c'est les étoiles. Et même les galaxies, quand on voit une galaxie, eh ben, on voit en fait la lumière des étoiles de la galaxie. Et alors dans les années, alors on a fait de gros progrès quand même en astronomie en ne regardant que cette lumière visible. Par exemple, on a mesuré les distances, on a mesuré les vitesses des objets, on a même mesuré, on a même démontré qu'il y avait une expansion de l'univers, uniquement avec de la lumière visible. Alors cela dit, dans les années 1950, vous voyez que c'est relativement récent, est apparue la radioastronomie. La radioastronomie, ça fait, c'est donc l'étude des ondes radio en astronomie, et ça met en évidence des phénomènes et des objets qui sont pratiquement invisibles en lumière visible. Donc, eh bien, ça nous a fait découvrir des choses que vous ne soupçonnez absolument pas. Et c'est ça dont je vais vous parler ce soir. Alors, pour vous mettre dans l'ambiance, eh bien, je vous ai mis une image d'un radiotélescope qui est tout près d'ici, en fait, qui n'est peut-être pas tellement connu, mais il est à côté de Gap, en fait, et il est à une centaine de kilomètres d'ici, sur le plateau de Bure. Je vous en donnerai quelques détails techniques un petit peu plus tard. Alors, quel est le plan de notre exposé? D'abord, je vais vous parler, essayer de définir ce qu'on appelle les ondes radio et la radioastronomie. Ensuite, je vais vous citer deux pionniers de la radioastronomie, qui sont deux Américains, Jansky et Reber. Ce sont vraiment les premières personnes qui ont capté, disons, des ondes radio venant du ciel. Ensuite, on comparera les avantages et les inconvénients de la radioastronomie par rapport à l'astronomie du visible. Puis il y a d'autres sections. Alors, la section suivante, je vous donnerai une petite dizaine de radiotélescopes. Alors, je ne rentrerai pas du tout dans les détails techniques, je serai absolument incapable de vous les donner, mais je voudrais vous montrer la diversité des différents radiotélescopes. Ensuite, eh bien, je me suis concentré sur 4 découvertes qui sont vraiment majeures, qui ont été faites dans les années, disons, entre les années 50 et 60, qui sont donc l'arrêt d'hydrogène, ce que j'ai appelé l'arrêt d'hydrogène neutre, les quasars, les pulsars et le fond diffus cosmologique. Alors, je sais qu'il y a des personnes de la SANL qui connaissent tous ces concepts-là déjà, parce que c'est des choses assez classiques en astronomie. Il y en a peut-être parmi vous quand même pour qui ne savaient pas grand-chose, l'arrêt d'hydrogène neutre, mais rassurez-vous, je vous expliquerai ce que c'est, et ça sera assez simple en fait. Voilà, alors notre ISS, il est 9h10, je pense qu'on devrait la voir, si on la voit, j'interromprai les radiotélescopes pour qu'on puisse voir l'ISS. Alors,
D'abord, une présentation des ondes électromagnétiques en général. En fait, vous le savez, elles sont réellement omniprésentes dans notre vie quotidienne, à notre époque. Donc là, je vais vous donner un certain nombre d'exemples. Des rayons gamma qui sont utilisés en médecine pour traiter certaines tumeurs. Donc, je dirais qu'on ne devra avoir affaire à ce secteur-là. Vous avez les rayons X qui sont utilisés pour les radios dentaires, etc. Vous avez l'ultraviolet qui nous donne des coups de soleil. Vous avez donc la lumière visible, l'infrarouge qui nous permet de voir des ondes d'avenir. Enfin, par exemple, il y a un tas d'applications évidemment infrarouges. Là, il y a les micro-ondes, et puis après, il y a tout le domaine de la radio, télévision, Wi-Fi, etc., qui est un domaine absolument gigantesque. Alors, tout ça, ce sont des ondes électromagnétiques, mais qui sont quand même fort différentes. Alors, ce petit diagramme-là montre que ce sont des oscillations, et vous voyez la différence, c'est qu'à droite, sur les rayons gamma, les ondes sont courtes, la distance entre deux sommets est petite, et les ondes sont longues du côté de la radio. Donc ça, c'est une première des choses qu'il faut avoir en tête. Parallèlement à ça, les fréquences varient en sens inverse, bien sûr, et l'énergie des photons qui sont associés à ces ondes varie également en sens inverse. C'est-à-dire que les rayons gamma, chaque rayon gamma, c'est une succession de photons qui sont extrêmement énergétiques. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils arrivent à détruire, par exemple, certaines tumeurs. À l'inverse, les photons des ondes de radio sont très peu énergétiques. Et bon, c'est pour ça qu'on peut en avoir autant autour de nous sans problème. Alors, nous, on veut voir quand même des ondes qui viennent du ciel. Donc il faut se poser, avant qu'elles viennent du ciel, elles traversent l'atmosphère. Et les ondes ne réagissent pas toutes de la même manière vis-à-vis de l'atmosphère. Alors là, dans mon diagramme, c'est à l'inverse, c'est-à-dire que les ondes courtes, elles sont à gauche, et puis les ondes de radio sont à droite. C'est l'inverse du diagramme précédent. En dehors de ça, c'est assez clair. Vous voyez, alors ça, c'est l'opacité. Donc vous voyez que les rayons gamma, les rayons X et les rayons ultraviolets, pratiquement, sont bloqués par l'atmosphère. Ils n'arrivent pas sur la Terre. Alors c'est une très bonne chose pour nous. D'ailleurs, la vie ne serait pas possible, la vie telle qu'on la connaît, si ces rayons très énergétiques arrivaient jusqu'en bas et détruiraient absolument toutes les cellules vivantes. En revanche, après, vous avez les ondes visibles qui sont là. Vous voyez que c'est tout petit, ça c'est une échelle logarithmique, mais vous voyez qu'il varie je crois que c'est d'1 angstrom à 1 km. Vous voyez que c'est une plage absolument considérable. Et vous voyez donc que les ondes visibles, ça représente une toute petite part de toutes ces ondes électromagnétiques. Alors celles-là, évidemment, elles arrivent correctement à la surface totalement à la surface de la Terre. Ensuite, vous avez l'infrarouge. Alors pour l'infrarouge, c'est assez compliqué. Vous voyez qu'il y a des bandes qui passent à travers l'atmosphère, et il y en a qui ne passent pas à travers l'atmosphère. Et après, pour l'infrarouge, disons moyen et lointain, là, c'est complètement arrêté. Bon, donc, alors lorsque c'est arrêté, il faut observer avec des télescopes qui sont sur des satellites qui sont représentés là. Ensuite, vous avez là toute une plage qui sont d'ondes, ce sont les ondes radio, ce sont celles dont on va parler maintenant. Et cette plage, elle varie en gros de un peu moins de millimètres jusqu'à 30 mètres. Alors, et au-delà de 30 mètres, les ondes sont à nouveau arrêtées, et on vous expliquerai pourquoi plus tard. Donc nous, finalement, on va étudier ces ondes. Et on va parler des télescopes qui peuvent mesurer, qui peuvent lire les ondes qui sont dans cette plage-là. Alors, on peut se demander comment on a découvert les ondes radio. Parce qu'en fait, il n'y a aucune expérience vraiment simple qui démontre que ces ondes radio existent. Et on a mis très longtemps, en fait, pour les découvrir. Alors, on peut citer 3 noms importants, Maxwell, Hertz et Marconi. Alors, Maxwell, c'était un physicien du milieu du 19e,
Et il a trouvé 4 équations qui intègrent l'électricité et le magnétisme. À son époque, les physiciens connaissaient assez bien les règles du magnétisme, assez bien les règles de l'électricité. Ils voyaient qu'il y avait des liens entre ces deux disciplines, mais lui, il a fait une espèce de synthèse, si vous voulez, et il a fait ces 4 équations qu'on apprend toujours à l'école, évidemment. Dans le vide, ces ondes, il a démontré qu'elles se propageaient à la vitesse de la lumière. Et il en a déduit que la lumière est une onde électromagnétique. Donc il a fait un travail vraiment théorique. Ensuite est arrivé Hertz. Hertz, oui, il n'y a pas énormément d'écart, il y a une vingtaine d'années entre les deux. Il a fait la première expérience qui a démontré l'existence des ondes radio. Alors je vais vous décrire rapidement comment il l'a fait. En fait, il a fait un circuit électrique à haute fréquence. Donc il avait là, vous voyez, une source de courant, un accumulateur. Il avait une bobine et puis il avait 2 condensateurs. Et en bien calibrant ces appareils-là, eh bien, il réussissait, là il y avait un espace entre les deux tiges, et bien il faisait des arcs entre les 2 tiges. Ce qui se voyait, c'était des arcs. Et il créait ainsi, donc il appelait ça un oscillateur. Il créait ainsi une onde qui partait comme ça, dans ce sens-là, qui pouvait aller sur 10 ou 50 mètres. Et là, il faisait ce qu'il appelait un résonateur. Et il y avait également des arcs, autrement dit, on créait un courant électrique dans ce circuit-là si la boucle était correctement orientée. Et donc il a étudié ça avec beaucoup de soin. Il a démontré que la vitesse de propagation, c'était la vitesse de la lumière. Et il confirmait ainsi, disons, la théorie de Maxwell sur des ondes de longueur de 5 mètres. Alors cette expérience, elle a eu énormément de succès. Elle a été faite de nombreuses fois dans les universités, dans les salons, etc. Et le plus extraordinaire, c'est que, à mon sens, c'est que lorsqu'on lui demandait si cette expérience aurait des applications pratiques, il répondait avec beaucoup d'assurance non. Il pensait que ça n'aurait aucune application pratique. Et en fait, vous voyez évidemment que tous nos téléphones, les télévisions, etc., que c'est un moyen, ces ondes hertziennes, qu'on appelle hertziennes, et là, elles sont évidemment très courantes maintenant. On les utilise tous les jours, même sans s'en apercevoir. Alors, le 3e personnage, c'est Marconi, qui a fait la première transmission radio transatlantique entre la Cornouaille et Terre-Neuve. Alors, une fois qu'on avait démontré l'existence de ces ondes, Hertz disait que ça ne servirait à rien, mais il y a un tas de gens qui pensaient que ça allait au contraire beaucoup servir. Et alors, il y avait deux théories. Il y avait des gens qui disaient que les ondes, si on les émet dans l'atmosphère, elles vont se perdre. Et il y en avait d'autres qui disaient qu'elles vont suivre la courbure de la Terre, parce qu'elles vont suivre l'atmosphère. Et Marconi faisait partie de ceux-là. Et en fait, il avait raison. Et si vous voulez, ça vient du fait qu'à une certaine altitude, l'atmosphère est sous forme de plasma, est ionisée, et il y a une fréquence limite pour que les ondes traversent un plasma. Et là, donc, si on prend une longueur d'onde suffisamment grande, les ondes ne traversent pas l'atmosphère, elles se réfractent, autrement dit, elles suivent la courbure de la Terre. Et c'est comme ça que les ondes, après, elles se réfléchissent également sur la Terre, donc on peut avoir des ondes qui franchissent des milliers de kilomètres. Et Marconi, il a fait la première expérience sur qui a démontré ça. Alors, je vais vous donner deux exemples d'utilisation des ondes radio au tout début du XXe siècle. Alors, les militaires les ont utilisés, mais j'ai choisi des applications civiles.
Et la première, c'est, là vous voyez, c'est une image du Titanic, et vous voyez deux grands mâts ici, et avec des fils comme ça, et ça, ce sont des antennes qui permettaient aux gens du Titanic, enfin, bon, évidemment, la photo a été prise avant l'accident, avant le naufrage, et donc les gens du Titanic pouvaient envoyer des messages, et ils avaient, grâce à ce système basé sur le principe de Marconi. Et vous savez qu'il y a eu le naufrage, et le Titanic a envoyé un message de détresse qui a été réceptionné par un autre bateau qui croisait pas trop loin et qui a dévié sa route et qui est arrivé quelques heures plus tard près du Titanic, et il a pu sauver quelques centaines de personnes qui étaient dans les canaux de sauvetage et qui attendaient. Autre exemple est la Tour Eiffel. Donc là, vous voyez la Tour Eiffel avec 6 antennes qui vont du haut jusque là en bas, le champ de Mars. Et la Tour Eiffel a été utilisée d'abord par alors vous savez que la Tour Eiffel a été construite en 1889 pour le centenaire de la Révolution française. Et on avait donné à Eiffel, on lui avait dit que la Tour Eiffel devrait être démolie 20 ans après. Bon, c'était dans le contrat. Et évidemment, Eiffel n'avait pas du tout envie qu'on démolisse sa tour au bout de 20 ans. Et donc, il essayait de trouver des applications pratiques, scientifiques à la Tour Eiffel. Et il a trouvé celle-là, qui marchait fort bien. Et donc, la Tour Eiffel a été utilisée comme émetteur, d'abord par les militaires, et même la première, disons, radio nationale en France, là, elle a été diffusée, elle s'appelait Radio Tour Eiffel, et elle a été diffusée en utilisant ces installations-là. Voilà. Alors, maintenant on va passer aux choses plus proches de l'astronomie, qui est la première personne qui a, disons, perçu un signal radio venant de l'univers. Ben, c'est un Américain qui s'appelle Karl Jansky. Donc il a fabriqué une antenne tournante, et en fait le but, il travaillait chez Bell Telecom, et Bell Telecom voulait améliorer les communications, les télécommunications, et on lui avait demandé d'étudier les parasites occasionnés par les orages. Voilà, c'était ça le but de sa mission. Alors il s'était fait cette antenne-là, mais elle est un petit peu bizarre, elle a cette forme-là, bon, c'est quelque chose d'assez grand. Enfin, c'était assez à la mode à cette époque-là de faire des antennes comme ça, parce qu'on peut démontrer que c'est un bon système pour, disons, recevoir les eaux. Alors vous voyez que c'était assez long, ça devait faire une quinzaine de mètres à peu près. Et il tournait cet appareil, hein, on l'appelle le manège, je crois, le manège de Jansky. Et il faisait une rotation, il avait mis un moteur, et il faisait une rotation toutes les 20 minutes. Vous voyez, la longueur d'onde qu'il utilisait, qu'il recevait, c'était 14,6 mètres. Et alors, il captait un signal, simplement, et voilà la forme du signal. Et donc, vous voyez, toutes les 20 minutes, je crois que là, entre un carreau, c'est 5 minutes, et bien, vous voyez, toutes les 20 minutes, il avait un signal qui était plus important. Comme ça. Voilà. Donc là, c'était 6 heures, 7 heures, 8 heures, le soir, etc. Chaque fois qu'il revenait dans la même position, il avait cette sorte d'anomalie. C'était complètement indépendant de l'histoire des orages, hein, évidemment. Et alors, en plus, il fait ça d'une manière plus précise, hein, et il vérifie que le signal apparaît toutes les 23h56 minutes. Alors, vous voyez, donc ça, c'est le jour sidéral, et donc il en déduit que que ce rayonnement est d'origine galactique. Il considère que ça ne vient pas du Soleil, ça ne vient pas de l'atmosphère, ça vient des étoiles, si vous voulez, de la galaxie. Donc il publie cette découverte, parce que c'est quand même le premier qui l'a fait, et on peut dire que personne n'y a prêté intérêt.
ni Bell Telecom, ni... C'était publié dans un journal de technique radio. Et dans ce moment-là, eh bien, les astronomes ne lisaient pas les journaux, évidemment, de technique radio. Si bien que personne n'a porté d'intérêt à cette observation. Alors, je dis personne, sauf une personne, finalement. Et cette personne, c'est un autre Américain qui s'appelle Grote Reber. Et lui, il était ingénieur radio également, mais il était, si vous voulez, astronome amateur également. Et donc, il a lu l'observation et il était très intéressé par... et il a envoyé une lettre. Il a essayé de se faire embaucher par Bell Telecom. Il a dit, mais ça c'est une observation extraordinaire, il faut creuser le sujet, etc. Et donc Bell Telecom lui a dit que ça ne les intéressait pas du tout. Donc, comme c'était quelqu'un d'opiniâtre, il s'est dit, je vais construire un radiotélescope. Et, enfin, il ne l'appelait pas radiotélescope, mais voilà ce qu'il a construit. Il a vraiment construit le premier radiotélescope, en fait, du monde. Donc, voilà l'antenne. Ça, c'est une parabole. C'est mobile. Hein, ça pèse quand même 2 tonnes. Hein, c'est un truc en fer. Ça pèse 2 tonnes. C'est pas une petite chose. Ça a un diamètre de 10 mètres. C'est orienté nord-sud et ça a un axe horizontal. Donc, c'est mobile. On y va dans 2 minutes. Dans 2 minutes. Bon, ben, c'est bien. Alors, il faut le dire, il a eu beaucoup de mal à faire fonctionner son engin. Il a mis plusieurs années, il l'a construit en 1937 et la publication qu'il a faite date de 1943. Et c'est quand même intéressant parce qu'il a fait la première carte radio, ce qu'on peut appeler la carte radio de la Voie lactée. Et il a observé en fait, lui, 3 sources. Là, on en avait une, maintenant on en a 3. Donc le Sagittaire, le centre galactique, donc ça c'était celle qu'avait repéré Jansky, et un rémanent dans le Cassiopea, un rémanent de supernova, Sinus A de radiogalaxie. Donc vous voyez qu'on avait fait quand même des progrès. Et il publie son résultat dans un journal d'astrophysique. C'est-à-dire que là, on a fait la jonction, si vous voulez, entre la radio et l'astronomie. Alors, on peut faire le break maintenant, l'ABC de radioastronomie. Allez, c'est parti. Ok. Ouais, Donc, on peut continuer. Et là, je résume un petit peu ce que l'on a dit depuis le début. Donc, les ondes observées en radioastronomie sont des ondes électromagnétiques. Elles se déplacent à la même vitesse que la lumière, c'est-à-dire 300 000 km/s dans le vide. Elles traversent l'atmosphère et elles se réfléchissent sur les surfaces métalliques. La lumière se réfléchit sur certaines surfaces, et bien, elle aussi, c'est sur des surfaces métalliques, ce pas les mêmes surfaces. Alors, les longueurs d'onde, elles varient, disons, approximativement de 0,3 mm, ça c'est ce qu'on appelle les ondes submillimétriques, à 30 mètres. Alors vous voyez, alors pourquoi d'où viennent ces deux limites? 0,3 mm, parce que les ondes plus courtes, elles sont absorbées par la vapeur d'eau atmosphérique, donc elles ne passent pas. Et 30 mètres, les ondes plus longues sont réfléchies par l'atmosphère, ça je vous en ai déjà parlé. Donc vous voyez qu'elles sont beaucoup plus longues que plus grandes que celles que les ondes de la lumière visible. Alors, pour définir les ondes, on peut utiliser soit les longueurs d'onde, soit les fréquences qui s'expriment en Hertz. Mais moi, j'utiliserai, c'est pas la peine, en fait, ça sert on utilise les 2 échelles, mais moi, j'utiliserai que les longueurs d'onde, c'est-à-dire les millimètres ou les centimètres, c'est pas la peine de s'embrouiller en plus avec les mégahertz ou les gigahertz. En fait, ça n'apporte rien de vraiment utile pour nous. En revanche, ce qui est important de savoir, c'est que les photons des ondes radio sont beaucoup moins énergétiques que les photons de lumière visible. Et donc l'énergie d'un photon est proportionnelle à la fréquence et inversement proportionnelle à la longueur d'onde. Donc il y a des
personnes qui ne sont pas dégoûtées par les formules, il y a deux formules très simples. L'énergie d'un photon est égale à h nu, nu étant la fréquence et h étant une constante, on appelle constante de Planck. Et puis la relation entre la fréquence et la longueur d'onde, elle est écrite à côté, c'est nu égale c sur lambda, c étant la vitesse, la célérité de la lumière. Alors pratiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un photon de longueur d'onde de 50 cm, c'est les ondes qu'on va étudier, eh bien, il est 1 million de fois moins énergétique qu'un photon bleu qui a une longueur d'onde de 500 nanomètres. 1 million de fois. Vous voyez, c'est considérable. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si on met 1 million de photons de 50 cm, ben, ça ne fait pas du tout la même chose sur la matière qu'un seul photon de 500 nanomètres. Hein, si vous gardez ça en tête, les photons, ils agissent, disons, un par un, et non pas groupés. Alors, on peut maintenant voir un peu quels sont les avantages et les inconvénients de la radioastronomie par rapport à l'astronomie classique. D'abord, donc, on commence par les avantages. La radioastronomie porte sur une bande qui est beaucoup plus large que la bande de la lumière visible. Et d'autre part, les phénomènes que l'on détecte sont en général invisibles en optique. Ensuite, on peut travailler nuit et jour. Et les contraintes météorologiques sont moins importantes. Comment dire, là, on n'a pas pu voir parce qu'il y a des nuages, mais avec une antenne, si du moins les longueurs d'onde sont suffisantes, il n'y a aucun problème pour recevoir des ondes. Les ondes radio ne sont pas affectées par les nuages de poussière. Ça aussi, c'est important. C'est la lumière visible. Elle peut être complètement arrêtée par des nuages de poussière entre les étoiles, ou en tout cas, les fréquences, les longueurs peuvent être changées, peuvent être modifiées. Ensuite, autre bonne nouvelle, c'est que la précision mécanique des surfaces réfléchissantes, elle est très inférieure à celle des télescopes optiques. Alors pourquoi? Parce que quand on veut faire réfléchir une onde, que ce soit une onde visible, une onde de radio, en gros, il faut que la précision mécanique soit le dixième de la longueur d'onde. Alors vous voyez que pour des longueurs d'onde du nanomètre, il faut polir d'une manière extrêmement fine les miroirs pour arriver. Mais si on a des longueurs d'onde qui sont 1 million de fois plus grandes, ben c'est beaucoup plus facile. Donc les télescopes que l'on va avoir, ils peuvent avoir des précisions du millimètre ou du centimètre, et il faut très bien leur travailler. Alors qu'en optique, évidemment, il faut être beaucoup plus précis. Alors cela dit, il y a des inconvénients. Un des inconvénients majeurs, c'est le pouvoir de résolution. Alors là encore, il y a une formule qui est très simple et qui joue à notre défaveur, c'est que le pouvoir de résolution, il est proportionnel à la longueur d'onde. Alors là, évidemment, plus la longueur d'onde est importante, le pouvoir de résolution. Alors, le pouvoir de résolution, je vous dis en 2 mots ce que c'est la capacité de distinguer des sources différentes. Hein? Donc, si vous êtes au-dessus du pouvoir de résolution du télescope, vous allez voir par exemple 2 sources, et si vous êtes en dessous, vous ne voyez qu'une source. Les deux sont mélangés. Donc là, vous voyez tout de suite, il y a un problème qui est très, très embêtant, parce que pour avoir de bonne résolution avec les radiotélescopes, ça va être très, très difficile, parce que lambda est très grand. D'autre part, les ondes radio sont de faible intensité, et souvent du même ordre de grandeur que le bruit. Donc il va falloir des systèmes pour, disons, différencier l'onde que l'on veut observer du bruit. Et ça, ce n'est pas quelque chose de simple. Ensuite, il y a aussi une pollution à cause des ondes d'origine humaine qui sont de plus en plus nombreuses. Donc là, vous avez la radio, les GPS, le Wi-Fi, les satellites, toutes ces belles inventions qui gênent les ondes d'origine astronomique. Alors, il y a des radiotélescopes que l'on met dans des zones blanches où il est interdit, par exemple, d'avoir les téléphones. Les Chinois, il n'y a pas longtemps, ont fait un grand télescope
et ils ont déplacé plusieurs milliers de personnes pour éviter la pollution humaine. Bon, il faut le savoir. Donc en général, on préfère mettre des radiotélescopes même dans les zones, disons, peu habitées. D'autre part, enfin, dernier inconvénient que j'ai cité, c'est qu'est-ce que la radioastronomie produit, effectivement. En fait, ça fait des enregistrements de signal, donc ça je vous en ai déjà montré, et puis des cartes, en fait, des cartes où l'intensité des ondes est identique. Donc c'est comme des cartes de niveau, si vous voulez. On met des fausses couleurs pour que ça saute mieux aux yeux, mais ça ne fait jamais de belles images. Et donc, vous ne pouvez pas avoir il n'y a pas d'aspect image en radioastronomie, ça n'existe pas. Là, je ne vous montrerai aucune belle image, malheureusement, comme on peut voir de belles images dans le monde optique. Alors, les radiotélescopes, voilà, on va aller relativement vite. Je vais vous en montrer une dizaine, une petite dizaine, qui utilisent différentes techniques. D'abord des instruments simples, gros et simples, puis des réseaux, et avec l'interférométrie. Alors d'abord un mot sur la technique. Donc ils sont apparus, je vous ai dit, dans les années 50. Et en fait, ils ont bénéficié pendant la guerre, les radars ont fait énormément de progrès. Et donc toute la partie électronique, si vous voulez, eh bien, a beaucoup progressé pendant la Seconde Guerre mondiale. Et beaucoup les premiers radiotélescopes, par exemple en France, c'était simplement des radars allemands qui ont été transformés après la guerre. C'était les fameux radars Würzburg. La technique de la radiotélévision n'a rien à voir avec les télescopes optiques. Et en gros, il y a deux parties dans un radiotélescope. Une antenne qui collecte, dont le but est de collecter les ondes et de convertir ces ondes en un courant électrique. Alors, grande différence avec les télescopes visibles, c'est qu'on dit qu'une antenne est monopixel, c'est-à-dire qu'elle ne produit pas d'image. Elle vous donne simplement un courant électrique. Tandis qu'un télescope, disons, visible, dans le visible, vous avez une image que vous voyez mieux. D'où après on peut la photographier. Ça, c'est absolument impossible à faire avec un radiotélescope. Et ensuite, il faut traiter ce signal. Alors là, c'est la partie, disons, à mon sens, le plus compliqué, parce qu'il faut amplifier le signal, il faut le filtrer, enlever, se débarrasser de tout ce dont on ne peut pas, le mesurer et l'enregistrer. Et c'est sans doute pour ça qu'il y a beaucoup moins de radioastronomes amateurs que d'astronomes amateurs tout court. Parce qu'on dit qu'il vaut mieux être un amateur radio pour être radioastronome. Il y a des dizaines de milliers d'astronomes amateurs, et en France, il n'y a que quelques centaines de personnes qui sont des radioastronomes amateurs, parce que cette partie-là nécessite beaucoup de technicité, si vous voulez, pour avoir un résultat. Alors, on va passer maintenant à quelques télescopes. Le premier que j'ai choisi, il est en Allemagne. Et je l'ai choisi parce qu'en fait, disons que c'est la forme qui ressemble le plus à un télescope, je dirais, du visible. C'est une parabole qui fait 100 mètres de diamètre. En fait, pourquoi on est obligé de tomber dans le gigantisme à cause de la formule que je vous ai donnée avant, du pouvoir de résolution. Les télescopes optiques les plus grands actuellement, ils font une dizaine de mètres de diamètre, et là, vous voyez, on a été obligé de faire 100 mètres. Donc c'est un engin qui pèse la moitié du poids des Torres Eiffel, 3200 tonnes, et qui a deux axes. Donc c'est mobile, c'est un axe horizontal et un axe vertical. Et sa fréquence, c'est s'il peut travailler sur des ondes de 3 mm et demi à 1 mètre. Bon, je passe un peu les observations parce que j'ai peur d'être un peu en retard.
Alors voilà un autre radiotélescope qui est extrêmement... qui a eu son heure de gloire, disons, il est assez vieux. Il est à Porto Rico, donc en climat tropical. Donc, vous voyez, le temps n'est pas... le beau temps n'est pas nécessaire pour faire de la radioastronomie. Et ça, là, c'est pratiquement au niveau de la mer. Donc c'est fixe. Le réflecteur, il est sphérique. Donc, et il a été construit dans une cavité. Vous voyez, là, c'est une cavité naturelle. On a mis un grillage. Et donc les ondes peuvent être reçues à partir d'un cône vertical. Je crois que ça fait 40 degrés. Le cône d'observation fait 40 degrés. Et puis l'antenne, elle est là, elle est suspendue avec ses mains, elle est à une centaine de mètres de hauteur et elle peut se déplacer. Quand l'astre se déplace, on déplace la nacelle. Bon, maintenant il est tombé un peu en désuétude, ce radiotélescope. Il a eu son heure de gloire. Il y a eu beaucoup de pulsars importants, on en verra plus tard, qui ont été découverts avec lui, grâce à lui. Et en plus, il peut fonctionner comme radar. Un radiotélescope peut en fait, donc, qui est fait pour recevoir des ondes, peut également en envoyer, si évidemment on a la chaîne électronique suffisante. Mais lui, là, et on a envoyé, donc il a servi comme radar, et en particulier, il a fait beaucoup d'images d'astéroïdes radar. Alors ensuite, j'ai voulu donner un exemple de grand radiotélescope français, et il y en a un à Nancy, c'est en Sologne, c'est dans le Cher. En fait, donc dans les années 60, si vous voulez, la France n'avait guère que les radiotélescopes récupérés des Allemands, qui faisaient, je crois, une dizaine de mètres de diamètre. Et on a convaincu les scientifiques, ont convaincu le général de Gaulle qu'il fallait construire un grand télescope si on voulait être à la hauteur. Et donc il a dit oui, mais on n'avait pas énormément d'argent, évidemment. Donc on a fait un télescope qui est, je dirais, à moitié mobile. Donc il a cette configuration-là. Vous voyez, là ça c'est un miroir plan et oriental. Donc ça fait 200 mètres de long. Les panneaux là, ils font 40 mètres. Et il y a une vingtaine de panneaux et on peut les incliner selon un axe horizontal. Là, on est orienté nord-sud. Hein. Donc ça, c'est plan et c'est mobile autour d'un axe horizontal. Donc les ondes viennent comme ça, quand l'astre là passe au sud. Ils se réfléchissent sur ce miroir qui est sphérique, qui est un petit peu plus grand, 300 mètres. Et de là, les ondes, elles sont réfléchies à nouveau et elles vont dans les antennes qui sont là et qui sont mobiles sur une longueur de, je ne sais plus trop, de 100 mètres. Il y a 3 antennes sur 100 mètres. Donc en gros, ce télescope, donc il est performant parce qu'il est quand même très grand. Et il peut prendre tout ce qui passe au sud, nuit et jour. Bon. Donc, il a travaillé comme ça depuis 1965 et il a été perfectionné et il fonctionne toujours. Alors, vous voyez tout de suite qu'il y a un problème, parce que là, tous les télescopes que je vous ai montrés, ils font tous plus de 100 mètres, hein, entre 100 et 300 mètres, et on voit bien qu'on ne peut pas augmenter considérablement les dimensions. Alors, il y a plusieurs manières pour améliorer la sensibilité et la résolution. Alors, voilà un premier exemple pour améliorer la sensibilité. C'est de mettre plusieurs télescopes les uns à côté des autres, comme ça. Et là, vous voyez, si vous avez une onde qui vient d'un astre, elle va arriver à ce télescope un petit peu avant ce télescope-là. Mais la phase est la même, mais si vous décalez les ondes d'une bonne longueur, vous pouvez tout combiner et mettre en phase. Alors si vous avez que deux
antennes, ça ne va pas changer grand-chose. Mais si vous en avez 1000 ou 2000, vous allez avoir un télescope qui est beaucoup plus performant et qui va être beaucoup plus sensible. Il va pouvoir détecter des signaux qui sont 1000 ou 2000 fois plus faibles que s'ils étaient tout seuls. Alors c'est une technique évidemment qui demande, alors là, beaucoup d'informatique parce qu'il faut calculer les bons déphasages pour chaque antenne en fonction de la direction qu'on veut regarder. Donc toutes ces antennes sont fixes, mais en modifiant les déphasages, là, vous pouvez regarder toutes les directions du ciel au-dessus de vous. C'est une technique qui est assez ancienne et qui est toujours à la mode. Et voilà un exemple. Donc c'est toujours à Nancy, hein, c'est dans le même site. C'est le télescope Nénuphar. Vous voyez là les antennes, elles sont extrêmement simples, elles ne coûtent pas très cher. Et voilà le plan masse de l'installation. Donc vous avez ce qu'ils appellent des mini-réseaux. Voilà un mini-réseau. Il y a 19 antennes, voilà un mini-réseau. Il y a 19 antennes dans chaque mini-réseau. Et vous avez 96 mini-réseaux. Donc en tout, ça vous fait 1824 antennes. Et voilà ce télescope, il a été mis en service l'année dernière simplement. Vous voyez, c'est une technologie extrêmement récente. Alors la résolution, elle n'est pas vraiment améliorée, sauf si on utilise le télescope dans un autre réseau dont je vais vous parler maintenant. Voilà. Donc ça, c'est une technique. Alors, une autre technique pour améliorer cette fois la résolution, c'est l'interférométrie. Donc, en deux mots, comment ça marche? En fait, c'est le même, d'une certaine manière, c'est la même idée. C'est-à-dire que vous mettez deux télescopes à une certaine distance, là qu'on appelle grand B. Et ça, c'est la formule qui donne le pouvoir de résolution qui est proportionnel à lambda. Donc on observe, donc ces deux télescopes, ils vont observer le front d'onde à des moments différents. Et si on les combine correctement, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce n'est pas le même type de combinaison. On fait des produits des signaux, alors que dans l'autre on faisait des additions, des sommes. Mais on obtient, le bon côté de la chose, c'est qu'on obtient une résolution dans cette direction-là qui est égale à grand B. Donc, par exemple, si vous avez grand B égale à 10 km, eh bien, la résolution est 1000 fois meilleure qu'avec un télescope de diamètre 10 mètres. Vous voyez? Donc, c'est extrêmement intéressant, mais la résolution, elle augmente dans une direction seulement. Donc il faut plusieurs directions si vous voulez avoir, par exemple, vous observez un nuage. Alors, comment ça se traduit? Alors, beaucoup de télescopes, de radiotélescopes sont faits avec cette technologie-là. Alors voilà un qui est américain, il est au Nouveau-Mexique, dans un endroit assez presque désert. Alors vous voyez, donc ça a une forme de Y. Ça, ce sont des voies ferrées. Il y a combien? 27 télescopes, 27 antennes, donc il devait y en avoir 9 dans chaque bras. Et il y a plusieurs configurations du télescope. Vous pouvez rassembler toutes les antennes. Diamètre minimum, vous voyez, ça fait 1 km. Et puis voilà, vous pouvez les éloigner au maximum. Et le diamètre, là, il fait 35 km. Donc vous voyez, la résolution, en fonction de l'application que l'on souhaite, et la précision que l'on souhaite avoir, là, on utilise une configuration ou une autre. Et donc vous voyez, les résolutions, évidemment, elles sont très différentes en fonction des configurations. Alors, je vous donne un autre exemple. Voilà, alors, le premier était américain, celui-là est européen. Bon, c'est exactement la même. Alors là, combien est-ce qu'il y a d'antennes? 54 et 12.
Alors ils ne sont pas sur des rails, là, c'est une espèce ils sont un petit peu n'importe où. Ce sont des ondes submillimétriques ou millimétriques. Donc là, la vapeur d'eau est un ennemi, donc ils sont dans une zone vraiment désertique, sur un plateau, un haut plateau à 4 ou 5 mm au Chili, dans un désert. Mais la résolution, là, elle est bonne, vous voyez, 6 milliards par seconde, ou 37 milliards par seconde en fonction des longueurs d'onde. Alors ça, c'est celui, c'est le radiotélescope qui est à 100 km d'ici. Je vous ai déjà parlé tout au début. Alors, il est sur le plateau de Bure. En fait, il est assez ancien, mais il n'avait que 7 télescopes et au final, il va en avoir 12. Donc, si vous voulez, on le modernise. Et actuellement, on n'a pas beaucoup d'argent, ça va très très lentement. Je crois qu'on met une antenne par année seulement. Et donc là, il y a deux voies. Il y a une voie comme ceci, et puis une voie comme ça qui est orientée nord-sud. Et c'est sur le plateau de Bure, donc c'est assez pratique que le climat est aussi assez sec. Donc on peut bien travailler sur les ondes submillimétriques et millimétriques. Voilà. On ne peut pas le visiter actuellement. On pourra, je pense, le visiter quand les travaux seront terminés. Actuellement, c'est pas possible. Alors, on a vu l'interférométrie, on a vu qu'on mettait les télescopes là, disons, à quelques kilomètres les uns des autres. Mais on s'est dit, évidemment, on pourrait les mettre beaucoup plus loin. Et c'est ce qu'on fait, et c'est ce qu'on appelle l'interférométrie à très longue base. Donc là, on parle de plus de quelques kilomètres, mais on parle de milliers de kilomètres. Et je donne comme exemple, beaucoup d'entre vous doivent reconnaître cette image du trou noir, de M87, qui a été publié par ce qu'on appelle l'Event Horizon Telescope, le HT. Et voilà les télescopes qu'ils ont utilisés, je crois qu'il y en a 8. Il n'y en a qu'un en Europe, là en Espagne, la plupart sont aux États-Unis, enfin disons en Amérique, il y en a un là au pôle sud. Alors quand on parle de télescopes qui sont à plusieurs milliers de kilomètres, la résolution là peut devenir aussi bonne qu'en optique, peut devenir absolument excellente. Ce qu'il faut, alors évidemment, c'est possible maintenant parce qu'on peut synchroniser les horloges de tous ces télescopes avec une très grande précision, ce qui est absolument indispensable, parce que quand on combine, lorsqu'on combine ce qu'on a vu ici avec ce qu'on a vu là, il faut que la précision soit très grande. Et le nombre, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'en fait, ça nécessite des traitements informatiques extrêmement lourds. Et par exemple, cette image-là, qui paraît assez bête, en fait, eh bien, elle a nécessité 4 millions de milliards d'octets. Un chiffre absolument faramineux. Et des calculs faramineux aussi, avec des algorithmes extrêmement complexes. Et la preuve, c'est que les images elles ont été prises en 2017, l'expérience a été faite en 2017, et la publication a été en 2019. On a mis 2 ans de calcul avec des gros ordinateurs pour avoir l'image. Donc ça donne toute une partie de complexité qui est complètement cachée dans cette image. Alors je vous donne un exemple de réseau de cette nature européen. Donc là, vous voyez, qui s'appelle l'OFAR, qui est ancien, mais qui a été rénové récemment, et qui maintenant, vous voyez, donc là c'est Nancy, là c'est le site que je vous ai indiqué juste avant, avec les 1800 antennes. Donc vous voyez, la base maximum, je crois que c'est 1500 km, et ils ont déjà produit des résultats intéressants, en particulier 2,5% du ciel de l'hémisphère nord
avec 300 000 objets et dont 90% d'inconnus. Ils ont découvert 90% de 300 000 objets qui n'avaient été vus par personne. Donc ils ont publié ça en 2019. Ils continuent et publier en 2024. Et là, je voudrais vous parler du projet d'Erdomo, du projet qu'on appelle Radio Galaxy Zoo. En fait, c'est un projet d'un programme, peut-être certains d'entre vous le connaissent, qui c'est de la recherche participative, qui s'appelle Zooniverse. L'idée, c'est très anglo-saxon, c'est certain, mais l'idée est de donner au public des images en grand nombre et de demander au public de trier ces images. C'est toujours la même idée. Alors, ça porte beaucoup sur les sens du vivant. Il y a une dizaine de projets qui portent en astronomie. Bon, par exemple, il y a un des projets qui vous donne des photos, des images professionnelles de galaxies et il vous demande de trouver la typologie de ces galaxies, ce qui est loin d'être évident. En fait, ça vient du fait que les astronomes, autrefois, pouvaient passer, je dirais, des semaines et des semaines sur le même objet et le regarder parce que les objets n'étaient pas très nombreux. Maintenant, là, quand il y avait 100 objets il y a un siècle, maintenant, on en a 100 000, on va dire 1 million. Donc, il faut des méthodes de traitement automatiques. Il faut trouver des algorithmes pour classer ces objets. Et on s'aperçoit que c'est très difficile. Et donc, en général, ils font des programmes et ils demandent aux gens volontaires, de classer et ils vérifient si leur programme correspond, disons, à l'œil humain. Et éventuellement, ils améliorent les programmes. Alors, ce projet Radio Galaxy Zoo, qu'est-ce qu'il fait? Il donne des cartes radio qui sont détectées par le phare et qui sont superposées avec des images optiques. Et il vous demande de faire le rapprochement. Alors, on pourrait croire que c'est simple, mais en fait, si vous regardez, c'est tout sauf simple. Parce que c'est comme ça. Et donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur un site de Zooniverse et regarder Radio Galaxy Zoo. Voilà. Alors, maintenant, je voudrais vous parler disons, 4 découvertes qui ont été faites à partir des années 50. Et on va commencer par l'arrêt d'hydrogène neutre. Alors, pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est qu'un spectre ou une raie spectrale, je vais commencer par expliquer ça. Puis je vous parlerai vraiment de ce qu'est l'arrêt d'hydrogène neutre. Et ensuite, pourquoi c'est important, qu'est-ce qu'on fait, quelles sont les autres découvertes qui ont été permises grâce à cette raie d'hydrogène neutre. Je voudrais par un mot sur les raies moléculaires. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un spectre? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un corps, ou une étoile, une chaise, par sa température, elle émet un rayonnement. Et que ce rayonnement dépend de la température. Et le spectre, c'est la courbe qui représente l'intensité du rayonnement en fonction de la longueur d'onde. Alors là, je vous ai donné l'exemple du Soleil. C'est le spectre du Soleil mesuré justement par la station spatiale qu'on n'a pas vue. Donc là, vous voyez, le vert, ça représente la partie visible. Le bleu, ça représente la partie ultraviolet. Et le rouge, ça représente la partie infrarouge. Donc vous voyez, le maximum est dans la partie visible. Ça, c'est pas une surprise. Dans ce spectre, vous voyez des variations brutales d'intensité. C'est ce qu'on appelle des raies. Et là, vous voyez, alors là, il n'y en a pas. Là, c'est la courbe, elle est lisse, mais là, il y en a. On voit des diminutions brutales de l'intensité. C'est ce qu'on appelle une raie d'absorption. Dans d'autres spectres, on en verra des exemples, il y a des raies d'émission. Alors, pourquoi il y a ces raies? L'origine de ces raies,
vient des échanges entre la matière et la lumière. Donc, vous pouvez, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un atome ou une molécule peut être à différents niveaux d'énergie. Il y a un niveau minimum, alors ça c'est pour l'hydrogène. Il y a un niveau minimum, il est représenté là. Et puis l'électron peut être tourné autour du proton, mais pas à d'autres niveaux d'énergie. Et qui sont représentés ici, n égale 2, 3, 4, etc. Comme à l'infini, l'atome, il est ionisé. L'électron est parti complètement là. Vous avez un électron et un proton qui sont séparés. Ils ne sont plus ensemble. Donc, l'émission, quand est-ce qu'on émet un photon? Eh bien, lorsque un atome ou une molécule passe d'un niveau donné à un niveau inférieur. Donc là, par exemple, on regroupe en général ces sauts par des noms qu'on appelle des séries de Lyman, Wagner, etc. Peu importe. Donc là, vous voyez, si l'énergie, si l'électron va de ce niveau-là à ce niveau-là, eh bien, il y a une émission de photons. Absorption, eh bien, c'est l'inverse. C'est le photon qui excite un atome et qui le fait passer à un niveau d'énergie supérieur. Voilà. Donc ça, c'est pour l'atome d'hydrogène. L'atome d'hydrogène, c'est l'atome le plus simple. Il est fait simplement d'un proton et d'un électron. Alors vous vous rendez compte, évidemment, pour les atomes qui sont plus compliqués, c'est plus compliqué. Mais comme l'univers est essentiellement fait d'hydrogène, on peut comprendre les choses à partir de là. Alors, quel est un gros avantage de ces sauts et de ces raies? C'est que ça nous permet de connaître la vitesse de la source par rapport à l'observateur. Alors, voilà un exemple. L'étoile, là, on suppose qu'il y a un observateur ici, il y a une étoile. Et l'observateur constate une raie ici, dans le jour. Et bien, si l'étoile se rapproche, on ne va pas le démontrer, mais c'est ce qu'on appelle l'effet Doppler, la raie va bouger et va aller vers le bleu. Si l'étoile s'éloigne, eh bien, la longueur d'onde augmente, comme vous le voyez ici, et la raie va se décaler vers la Terre. Et il y a une formule très simple que je donne ici. On appelle Z le décalage spectral, c'est égal à la différence entre la longueur d'onde observée et la longueur d'onde de repos, divisée par la longueur d'onde de repos, et c'est égal à la vitesse de la source divisée par la sévérité de la lumière. On ne va pas le démontrer, mais en fait, c'est le principe des radars routiers. Les radars routiers, par exemple, les nouveaux radars, les radars tourelles, ils travaillent avec nos longueurs d'onde et avec 125 mm. Donc qu'est-ce qu'il fait? Le radar envoie une onde sur la voiture réfléchit. Donc le radar, le lambda 0, c'est 125 mm, et il mesure le lambda observé, il fait le calcul, il obtient V, et si vous prenez une photo, il vous flash si il constate que vous êtes en dehors de la vitesse autorisée. Voilà. C'est exactement le même principe que ce que l'on utilise en astronomie. Alors maintenant, on va parler de la raie d'hydrogène à 21 cm. En fait, j'ai un petit peu simplifié avant, parce que le niveau fondamental n'est pas unique. Il correspond en fait à 2 sous-niveaux. C'est un petit peu plus compliqué que ce que je vous ai dit. Bon, pour comprendre les choses, voilà le proton et l'électron. Bon, ils peuvent tourner, si vous voulez, on suppose qu'ils tournent comme ça. Donc, ils peuvent tourner dans le même sens ou pas dans le même sens. Donc, dans l'état excité, ils tournent dans le même sens. Et puis, parfois, ils se désexcitent. Vous voyez, ils ne tournent pas dans le même sens. Et là, il y a un photon qui correspond à une émission de 21 cm. Voilà. Alors, ce qu'il faut bien retenir, c'est que l'écart de niveau entre ces 2 sous-niveaux est extrêmement faible. Vous voyez, c'est 6 millionièmes d'électronvolts, alors que l'ionisation, c'est de l'ordre de dizaines d'électronvolts. Donc c'est infinitésimal. C'est pour ça que pour 55 fusions, on peut dire qu'il y en a qu'un. Bref, il y a quelqu'un qui, c'est de la mécanique quantique, hein, mais il y a quelqu'un qui
qui a fait la découverte théorique de cette raie en 1945. C'est un Hollandais qui s'appelle M. Van der Hulst. Et cette raie, la première observation, a été faite par deux Américains, Ewan et Purcell. Voilà. Donc, ça permet, l'intérêt de cette observation, ça permet de savoir où est l'hydrogène neutre dans l'univers. Avant, en fait, on ne savait pas. C'est ce qui nous permet de pister, si vous voulez, l'hydrogène neutre. Et on sait que c'est important parce que la plupart des atomes de l'univers, c'est l'hydrogène, justement. Alors, ça a été tout de suite utilisé très rapidement. Alors voilà, je vous donne par exemple, donc là c'est un autre astronome hollandais, Oort. Il a fait la première carte de la galaxie, de notre galaxie. Et il a démontré que notre galaxie était une galaxie spirale. Alors voici sa carte. Voilà le centre de l'univers, voilà où on est. Vous savez qu'on n'était pas au centre de la galaxie. On est à 24 000 années-lumière. Et donc voilà, le blanc là, c'est l'hydrogène neutre qu'il a repéré grâce à la raie précédente. Alors vous me direz, ça ne ressemble pas tellement aux cartes que l'on voit maintenant, c'est vrai, c'est pas parfait, mais enfin il a quand même prouvé, enfin il a démontré que c'était une galaxie spirale, que la Voie lactée est une galaxie spirale, ce qui n'avait pas jamais été démontré avant. Alors voilà une autre représentation qui utilise également l'hydrogène neutre. C'est toujours de la galaxie, mais cette fois vue de profil, si vous voulez. Donc là, vous avez le plan galactique. Donc il y a beaucoup d'hydrogène neutre. Là, bon, c'est pas surprenant. C'est là où il y a la plus grande activité à la fois des étoiles, de tout, l'essentiel de l'activité. Ça fait quand même quelques centaines d'années-lumière. C'est pas très mince. Mais vous voyez qu'il y a l'hydrogène neutre également très loin du plan galactique. Voilà ce que ça montre. Donc ça, c'est la première conséquence de l'existence de cette raie à 21 cm. Alors si on regarde d'autres galaxies, là, on ne peut pas voir la raie trop loin, on ne peut pas la voir à des milliards d'années-lumière parce qu'elle est quand même trop faible. Mais il y a beaucoup de galaxies où on peut la voir. Alors voilà un exemple, Andromède, une galaxie très proche. Et ce qu'on constate, c'est que l'hydrogène neutre est beaucoup plus étendu que la partie visible de la galaxie. Donc ça, c'est la partie visible de la galaxie. Quel que soit le télescope, qu'il soit gros ou petit, et vous voyez, il se retrouve ici, alors que l'hydrogène neutre, il est quasiment 2 fois plus grand, 2 fois plus étendu. Et on pourrait donner une image comparable sur beaucoup de galaxies. Alors, mais le plus important, on ne l'a pas encore vu. C'est ça le plus important. C'est que la raie à 21 cm, ça a permis de faire ce qu'on appelle les courbes de rotation. Puisque je vous ai dit que avec l'effet Doppler, quand on voit le décalage d'une raie, on peut connaître la vitesse de la source. Et bien, c'est ce qu'on a fait. Et voilà donc ce diagramme. Là, vous avez les distances au centre de la galaxie. Donc, nous, on est à peu près à 8 kg par sec, c'est-à-dire 24 000 à peu près années-lumière. Et là, vous voyez, on va jusqu'à 30 kg par sec de rayon. Donc, on va très loin. Et quand on mesure la vitesse, en fait, de la galaxie en fonction de la distance, on obtient la courbe du haut. Voilà. Et on voit que le Soleil, il tourne autour du centre de la galaxie à 220 km par seconde. Et on constate là que c'est à peu près un plateau, ce qu'on appelle un plateau, à partir d'une certaine distance. Ça ne décroît pratiquement pas. Ça, c'est une courbe observée, en somme, donc grâce à la raie à 21 cm. Alors maintenant, on peut aussi calculer les vitesses, parce qu'on connaît la luminosité des différentes parties de la galaxie. La luminosité, on peut passer aux masses,
et des masses. Il suffit d'appliquer les lois de la mécanique. Il suffit, c'est assez compliqué, mais on peut le faire, pour trouver les vitesses de rotation autour. Et si on fait, donc là c'est ce qu'on appelle des courbes théoriques. Et si on fait ces calculs, ben voilà ce qu'on obtient. Vous voyez, c'est une courbe qui devrait décroître. Plus on s'éloigne, plus on devrait décroître fortement. Et pour le Soleil, on devrait être à 160 km par seconde. C'est quand même une grande différence avec 220 km par seconde. Donc ça, c'est un problème qu'on a observé alors dans notre galaxie, mais dans toutes les galaxies spirales en plus. Donc c'est un problème qui est très ennuyeux. Et comment on le résout? En fait, on ne l'a pas vraiment résolu. Disons qu'on a introduit le concept de matière noire et on dit si les courbes de vitesse sont comme ça vient qu'il existe de la matière qu'on ne voit pas, de la matière invisible. Et c'est ce qu'on a appelé de la matière exotique. Et c'est de la matière qui n'agit pas avec la lumière. Il n'y a pas d'émission, pas d'absorption, pas de diffusion. Donc, c'est de la matière qui est uniquement détectable par ces effets gravitationnels. Alors, le problème, c'est que quand on fait des calculs, il y a plus de matière invisible que de matière visible. C'est dans la galaxie et dans l'univers. Donc, vous voyez que c'est un problème de fond qu'il y a. Et alors, l'arrêt à 21 cm n'est pas la seule, c'est pas le seul signe. Il y a d'autres signes qui montrent qu'il y a de la matière invisible dans l'univers. Et enfin, c'est un élément fort pour la matière noire. Donc, si on vous demande qu'est-ce que c'est que la matière noire, vous pouvez vraiment dire on ne sait pas. Et il y a pourtant eu pour le moment des centaines, sans doute de milliers de thèses et de travaux pour essayer de trouver ce qu'est la matière. Alors, là, on a parlé d'hydrogène, on a parlé d'une raie, mais en fait, d'abord, toutes les molécules, tous les atomes et toutes les molécules vivent. Et donc, vous voyez, il y a un nombre de raies énorme. Donc, et elles sont souvent dans les domaines radio, et surtout pour les molécules assez compliquées. Donc je ne vais pas aller dans beaucoup de détails, mais je vais vous donner simplement quelques exemples. Donc on a une raie d'oxygène, la molécule d'oxygène, il y a 2,5 mm. Vous avez l'oxyde de carbone qui est à 2,6 mm et qui est très important parce qu'elle est utilisée pour repérer la molécule d'hydrogène. On n'a pas de raie pour la molécule d'hydrogène, parce que, pourquoi, mais c'est comme ça. Donc en fait, la molécule d'hydrogène, elle est dans les nuages froids, et en général, il y a toujours de l'oxyde de carbone. Donc on mesure l'oxyde de carbone, les raies d'oxyde de carbone, on les voit, on mesure son abondance et on dit que l'hydrogène c'est 10 000 fois plus abondant. C'est comme ça qu'on a une idée de la molécule d'hydrogène dans notre galaxie. Donc on a détecté de nombreuses molécules. Seulement, il faut quand même savoir qu'on est très loin d'avoir détecté des molécules de vivant. La molécule de vie la plus proche proche du vivant, c'est la glycine. Et on est loin, vous voyez, de l'ARN, des choses comme ça. C'est beaucoup trop compliqué. Alors voilà un exemple de spectre. Alors je sais pas, c'est pas un exemple qui est au hasard. Hein, c'est un nuage, c'est ce qu'on appelle le Sagittarius B2. C'est un nuage qui est près du centre de la galaxie, qui est extrêmement dense. Elle est très courte d'abord. Sa masse est 3 millions de masses solaires. Il est à 410 années-lumière du centre de la Voie lactée. Et chaque pic, là, c'est une molécule qu'on a repérée, une molécule organique. Donc on en a repéré plus d'une trentaine. Il y en a beaucoup, il y en a autant quasiment, on ne sait pas ce que c'est encore. On ne les a pas encore repérés. Vous voyez, c'est tout un domaine de recherche qui correspond. Alors là, on n'est plus évidemment dans la règle de l'hydrogène neutre, mais en fait, c'est la suite.